Bienvenue à cette soirée que nous avons organisée pour rendre hommage à un écrivain, un grand écrivain italien qui s'appelait Giorgio Pressburger, qui a été invité ici à l'Institut culturel italien il y a une dizaine d'années et qu'on aurait souhaité inviter aussi maintenant, mais il nous a quittés l'année dernière, donc il est mort le 5 octobre 2017. La vie de Giorgio Pressburger, comme on le verra tout à l'heure, est très intéressante. Il est né en Hongrie, donc en fait il était hongrois, issu d'une famille juive hongroise. Il est venu en Italie après l'invasion soviétique de l'Hongrie en 1956 et il est devenu auteur de pièces de théâtre. Il a travaillé pour la radio italienne et écrivain. Et il a été aussi directeur de l'Institut culturel italien à Budapest, donc il a été aussi un collègue pendant quelques années. Alors, pour parler de Giorgio Pressburger, de son œuvre, nous avons le plaisir d'avoir ici Madame Marguerite Porzoli, sa traductrice française, qui a traduit beaucoup de ses livres pour la maison d'édition Actes Sud. Pascal Jourdana, critique littéraire qui est ici à Marseille, à la Marelle. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir Mauro Caputo, réalisateur, qui a fait 2 films qui sont tirés de l'œuvre de Giorgio Pressburger. Et nous allons regarder tout de suite le film Il profumo del tempo delle favole, les parfums du temps de fable. Mais Giorgio Pressburger en Italie avait choisi de vivre dans une ville qui s'appelle Trieste, une très belle ville qu'elle habite, je dirais, la plus mitteleuropéenne d'Italie, à la frontière avec la Slovénie, pas loin de la Croatie, a été longtemps une ville de l'Empire autrichien. Et donc nous avons voulu dédier aussi une exposition de photos à la ville de Trieste. Et une exposition de photos qui ont été faites par Madame Bérangère Chauffet, qui est ici à côté de moi, et qui va vous introduire un peu l'exposition que vous pouvez voir dans la salle à côté, avant de donner la parole à nos autres invités. Merci. Elle a été dite sur le parcours très rapidement. Peut-être qu'on ne va pas rajouter beaucoup de choses sur de détails, parce qu'on va l'évoquer avec toi, Marguerite, mais je voudrais peut-être dire quand même deux, trois choses supplémentaires à propos, peut-être aussi de la manière dont Giorgio Pressburger a adopté l'italien pour écrire, parce que c'est quand même important. C'est vrai qu'il est né dans une autre langue, il est né dans un autre pays, qu'à un moment, il a, avec son frère Nicolas, commencé à écrire en italien, et que c'est à partir de l'italien qu'il est devenu écrivain. Et après la mort de son frère, qu'il a continué à écrire, il y a eu un certain nombre de livres parus chez Actes Sud en traduction des 2 frères, Nicolas et Giorgio. Et puis après, Giorgio a continué tout seul. Tous ont été traduits par toi, Marguerite. Non, le premier, l'histoire du 8e district, est sorti chez Verdier. Ah, chez Verdier, c'est vrai qu'il y avait un chez Verdier auparavant, mais traduit par Marguerite Pozzoli. Non. Non plus. Non. Donc, ça c'est un qui t'a échappé. Et je vais vous présenter aussi Marguerite, qui est née à Venise, de parents italiens, et qui a été longtemps professeure de lettres modernes, mais qui est traductrice de l'italien et responsable du domaine italien chez Actes Sud depuis longtemps, avec des auteurs que tu as traduits comme Stefano Belli, Pasolini, Pierre Santi, Anna Maria Otez et puis plein d'autres, des écrivains classiques et contemporains, qui est aussi très disponible pour parler de la littérature italienne, et qui a connu Giorgio, tu en parlais un petit peu tout à l'heure en aparté, et peut-être qu'on va parler de ça aussi, personnellement, puisque c'était devenu un ami et que tu as passé beaucoup de temps avec lui, et on compte sur toi aussi pour présenter l'homme. Alors peut-être qu'on pourrait essayer de rapidement, parce qu'on a à peu près demi-heure, 3/4 d'heure avant la projection du film, pour vous présenter une œuvre. Évidemment, on n'aura pas assez de temps, surtout que l'œuvre est quand même dense, multiple, qu'elle est devenue peut-être de plus en plus complexe aussi sur la fin de sa vie.
qu'elle est peut-être pas assez connue en France. On parlera de la postérité peut-être de l'œuvre aussi bien en Italie qu'en France. Mais avant peut-être avec toi, Marc-Zoé, donner quelques étapes clés de son parcours, quelques dates importantes, on a vu, mais ce qui par la suite marque peut-être son œuvre. Avec toi, revenir un peu très rapidement sur ce parcours. Avant peut-être de développer le parcours littéraire, ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est que une des caractéristiques aussi de Giorgio Presburg, c'était son immense culture et son éclectisme, puisqu'il a été aussi un homme de radio très important, qui a d'ailleurs travaillé à Paris pendant un certain temps et qui a été récompensé par des prix pour des créations radiophoniques extrêmement originales, novatrices et très importantes, en particulier une œuvre qui s'appelait Jeux d'enfants, où il a raconté à travers les bruits et la voix une peinture de Bruegel intitulée Jeux d'enfants. La voix d'ailleurs a toujours été quelque chose d'essentiel pour lui, et on retrouve cette thématique dans son œuvre. Donc, homme de radio, homme de théâtre, le théâtre aussi, il a réalisé de nombreuses mises en scène de théâtre, metteur en scène de théâtre, metteur en scène également d'opéra et d'opérette, c'était sa grande passion. Il s'est battu quelquefois pour avoir le sol qu'il voulait, il disait parce que l'acoustique, lui, il exigeait une certaine acoustique, et donc il a insisté, on n'a pas donné sous-sol, il trouvait qu'il fallait s'entêter dans ce que l'on voulait. Oui. Et puis... Il a fait des comédies musicales aussi. Pardon. Il a mis en scène des comédies musicales aussi. Alors des opérettes, des comédies musicales, je ne sais pas. Opéra et opérette. Peut-être. Je ne sais pas. Il a réalisé des films, en particulier à partir de Pasolini, la pièce de théâtre Calderone. Et puis, il a travaillé aussi pour la télévision aussi. Alors, un film pour la RAI qui s'appelait Momento 2 et la thématique era... Un film des années 70. Ah, je crois aussi qu'une pièce de Mirandel l'a réalisée aussi. Donc, et puis, on doit aussi rappeler qu'il a été à l'origine du Mittelfest, un festival qui se déroule toujours, mais qui se déroule à Cividale del Friuli, une ville qui n'est pas très loin de Trieste, et dont la volonté, qui est vraiment liée à la philosophie de Giorgio Presburg, était de réunir plusieurs pays de la Mitteleuropa. Et il était arrivé à ce qu'il y ait 17 pays représentés, et donc un festival qui réunissait la littérature, le théâtre, et dans lequel il y avait des participations magnifiques. Je crois qu'il y a eu en particulier une divine comédie qui avait été jouée dans le lit du fleuve, et les gens suivaient ce qu'il racontait. Il avait toujours des idées très originales et magnifiques pour rendre les œuvres à la fois accessibles au grand public, sans jamais céder sur leur qualité. Cet aspect Mitteleuropa, comme tu l'évoques, c'est vraiment très important dans la manière dont il perçoit le monde aussi, dont il écrit, parce que ça baigne dans cette culture-là, dans ce mélange de langues aussi, parce que là, on a dit, il parlait le hongrois, l'italien, mais aussi l'allemand, le français, l'anglais, le slovène, le russe. C'était vraiment quelqu'un de polyglotte qui s'est présenté aux élections européennes. C'était un Européen convaincu, même si sur la fin, il a des remarques qui montrent aussi sa déception dans la manière dont l'Europe peut-être s'est construite par la suite. Mais en tout cas, c'est un Européen convaincu, et peut-être qu'on va aussi aborder ces questions-là. Alors peut-être qu'on pourrait, Marguerite, commencer avec quelque chose d'intime, qui est quand même le fait de vivre en ayant un jumeau,
parce qu'on va tirer beaucoup de fils de ça, en particulier sur les questions d'identité. Il y a beaucoup de thèmes qui ressortent peut-être de ce fait initial, qui est d'avoir été jumeau, d'avoir un frère jumeau qu'il a perdu par la suite. Et peut-être que je peux lire un petit extrait dans ta traduction d'un roman qui s'appelle Les Jumeaux. En italien, c'est Les Deux Jumeaux. En français, c'est I Due Gemelli. Et puis dessus, il m'a dit, mais c'est redondant, si c'est des jumeaux, ils sont forcément deux. Donc, mais c'est intéressant, je trouve que le titre en italien est plus fort, du coup, je trouve, Les Deux Jumeaux. Ça donne quelque chose de... Moi, j'avais traduit, parce que je suis toujours très fidèle à l'auteur, j'avais traduit Les Deux Jumeaux. Je me dis, bon, Les Deux Jumeaux, ça, l'esprit français rationnel. On va garder l'italien. Il y a deux jumeaux, donc pour les deux jumeaux, le fait même d'exister implique des souffrances et des raisons d'être heureux, étrangères au reste de l'humanité. Ce bonheur relatif est dû au fait qu'ils peuvent se communiquer toutes leurs pensées et tous leurs sentiments. Entre eux, les jumeaux ne connaissent ni limites, ni barrières. Ils n'ont pas besoin d'avoir de secrets l'un pour l'autre. Et ils ne pourraient même pas le faire. Le frère ou la sœur, s'il s'agit de filles, s'en apercevrait. Pour eux, le problème de l'autre n'existe pas. À un homme ordinaire, il faut parfois toute une vie pour trouver un point commun avec un de ses semblables et parler avec lui en toute confiance. Entre jumeaux, même le monde des rêves nocturnes peut être partagé. Je connais le cas de deux jumeaux qui, bien que vivant à des milliers de kilomètres de distance l'un de l'autre, comparèrent, lors d'une rencontre, leur journal intime. Ils découvrirent qu'à plusieurs reprises, ils avaient fait les mêmes rêves, au cours des mêmes nuits. Mystère de la communication. Mais les jumeaux représentent aussi toutes les contradictions, toutes les différences. Science et argent, chance et malheur, lâcheté et courage, et ainsi de suite, à l'infini. Voilà, ça c'est pas directement le roman, c'est la préface, mais ça fait partie intégrale de ce livre. Marguerite, est-ce qu'on peut parler un peu de ce livre-là et de cette singularité? Oui, donc c'est vrai que c'est un thème très important, puisque George était extrêmement lié à Nicole et que la plus grande douleur de sa vie a sans doute été de le perdre. Et il évoque effectivement cette... Et en même temps, donc, le premier livre a été écrit donc, à deux. Il disait que quand les gens lisaient les nouvelles, ils en avaient écrit en 6 chacun dans l'histoire du 8e district. Les gens étaient incapables de trouver qui avait écrit quoi. Et eux-mêmes, à la fin, ne savaient plus qui était l'auteur de chaque nouvelle. De même, l'éléphant vert, ils l'ont écrit à deux. Nicole, elle n'a pas pu le voir puisqu'il est décédé avant. Et il a toujours refusé, d'ailleurs, quand je lui disais mais ça ne l'intéressait pas. Je crois que c'était une seule et même personne, quasiment, et que leur relation fusionnelle allait jusque-là, même s'ils ont, comme le montre le livre, été en même temps des rivaux, presque des ennemis à un certain moment. Donc une relation très forte qui fait, dit-il, que quand il était enfant, il n'a jamais connu non plus la solitude. Puisque quand on est jumeau, on se comprend immédiatement avec l'autre. Mais en même temps, on est quelqu'un de déchiré. Et c'est vrai que quand son frère est mort, il me disait toujours, je suis un homme déchiré. Et du coup aussi un homme plus tout à fait entier. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de perte, de disparition, qu'il compense d'une certaine manière avec des dialogues permanents. Il y a beaucoup de dialogues dans ses livres, il y a beaucoup d'échanges, parfois avec lui-même, ou de personnages qu'il invente, de dialogues avec, dans Les Jumeaux, il y a des dialogues avec ce frère jumeau qui n'existe plus au moment où il écrit, en fait. Oui, et en même temps, je crois qu'il avait aussi la sensation qu'il devait vivre doublement. Que la mort de son frère, en quelque sorte, lui donnait la possibilité de vivre aussi pour lui. Et il a eu quand même une capacité de résilience très forte. D'ailleurs, malgré les drames, les tragédies, une tante et ses grands-parents paternels morts tous les deux à Buchenwald, il n'en a jamais gardé de haine de la vie ou il était peut-être pessimiste au fond, mais c'était un pessimiste souriant et serein. Donc je reviens à ça, effectivement, il était certainement déchiré, mais en même temps, il était conscient de l'énorme chance qu'il avait de vivre. Je crois qu'il avait la sensation de vivre de manière double. Par
Pardon, alors j'ai perdu peut-être le fil de ce que tu... Non, tu as à peu près répondu. Peut-être qu'on peut, à partir de cette question d'être double, tirer un autre fil qui est celui de la question de l'identité, de la quête de l'identité, parce qu'effectivement ça passe par cette question de la gémellité, mais pas uniquement. C'est une quête permanente qu'on retrouve en particulier dans ces derniers ouvrages qui sont peut-être aussi plus autobiographiques. Oui. Juste dire aussi deux petites choses sur les jumeaux qui effectivement se battent dès leur naissance quasiment pour le sein maternel. Et l'histoire de ce livre est une histoire à la fois simple et magnifique, puisque toute leur vie, ils luttent pour l'amour de leur mère. Et la morale, c'est que le gagnant n'est pas celui qui reste en vie. Le gagnant, c'est celui qui meurt le premier, parce que c'est lui qui sera enterré près de sa mère. Et j'étais très émue après, quand je suis allée au cimetière juif de Trieste, après le décès de George de Pressburg, de voir que maintenant, il était réuni aussi à son frère jumeau. Les deux jumeaux sont côte à côte, avec leur mère à côté. Et c'est un livre qui dit des choses effectivement profondes et qui les dit, même si on est déchiré en le lisant, avec une espèce de sérénité. Et justement, je profite de ça pour vous lire aussi un petit message que m'a envoyé sa veuve, Viviane, et qui, évidemment, remercie l'Institut culturel italien de cet accueil, de même que je le remercie aussi, bien sûr. Elle dit qu'Actes Sud, que George de Pressburg a toujours été reconnaissant, c'est quelqu'un qui pratiquait vraiment la gratitude, donc à Actes Sud et à Marguerite Bozzoli, etc. Et puis elle me dit que le Paolo Pascali, qui s'est occupé de la manifestation de l'association Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, a rendu hommage de cette façon à George de Pressburg. Alors je vais vous lire d'abord en italien, je pense que beaucoup d'entre vous vont comprendre. C'est un portrait rapide mais très vrai de l'homme. Dalla sola voce ne ho scorso immediatamente i tratti di persona distinta, di una classe naturale, dell'intellettuale a tutto tondo che però non si mette in cattedra per pontificare dall'alto con alterigia, di una persona per la quale la cultura è un mezzo per intrecciare migliori relazioni umane con il prossimo, uno stile di vita e un servizio civile da prestare alla collettività. E tutto questo con grande semplicità, non superficialità, e modestia, come consapevolezza delle proprie capacità, senza il bisogno ipocrita di nasconderle. Tutto ciò ad avallare la veridicità di un proverbio indiano che recita così: le persone più profonde e valide sono come i fiumi, più sono grandi e meno fanno rumore. Est-ce qu'il faut que je traduise? Oui. Donc c'est ce portrait tracé par Paolo Pascali, à sa seule voix, et je peux dire que c'est la même chose, parce que quand j'ai rencontré la première fois George de Pressburg, c'était une manière de marcher et de venir me dire bonjour, et une voix aussi. J'en ai perçu immédiatement les traits de personnes distinguées, d'une classe naturelle, de l'intellectuel à part entière qui pourtant ne monte pas en chair pour pontifier d'en haut avec arrogance, d'une personne pour laquelle la culture est le moyen de tresser de meilleures relations humaines avec son prochain, un style de vie et un service civil à prêter à la collectivité, et tout cela avec une grande simplicité et non de la superficialité, et de la modestie, tout en étant conscient de ses propres capacités, sans avoir le besoin hypocrite de les cacher. Tout cela pour attester de la vérité d'un proverbe indien qui dit « Les personnes les plus profondes et qui ont le plus de valeur sont comme les fleuves, plus elles sont grandes et moins elles font de bruit. » Donc voilà, c'était pour revenir à ce que tu disais sur la personnalité de George, et sur le fait aussi qu'il y avait à la fois cette discrétion, le fait de ne jamais brandir la souffrance de sa famille comme une espèce d'étendard, et d'être toujours dans la demi-teinte, dans la discrétion, et dans la gentillesse aussi, il faut le dire. En fait, on le voit sur toutes les photos qui le représentent, il a toujours cette ère
Très attentif aux serein, attentif, un peu malicieux. Et vraiment, oui, il y a ce sourire qui est permanent, mais on sait derrière qu'il y a évidemment de la souffrance, des pertes, des disparitions, mais une manière de poursuivre une vie en quelque sorte, de poursuivre une quête dans peut-être ce qui serait de l'ordre de la recherche du bonheur, malgré toutes les difficultés et sans ambition démesurée non plus. Et ça, je le dis de telle manière parce que j'ai l'impression que ces derniers livres sont tout à fait dans... mettre en quelque sorte en texte cette quête qu'auparavant il possédait aussi, mais peut-être de manière plus métaphorique, dans des récits qui étaient plus de l'ordre du roman. À la fin, ce sont plutôt des livres presque philosophiques. Il s'approche de ça dans des grandes œuvres assez amples, assez complexes dans la construction. Donc je trouve que c'est une... Enfin, il y a tout ça dans son visage et dans sa manière d'être. Il me semble qu'il y a une adéquation entre ce qui est écrit, ce qu'on lit, et sa personnalité, ce qui n'est pas toujours le cas quand on rencontre des écrivains. Tu le sais, Marguerite. Mais il avait beaucoup d'indulgence avec les jeunes écrivains aussi, même s'il n'appréciait pas toute la littérature dite moderne, cette littérature à laquelle il a toujours refusé de céder un pouce de terrain. Je crois qu'il a toujours écrit ce qu'il avait profondément envie d'écrire, en me disant aussi quelquefois, ça se fait rien, je ne regarde pas les chiffres de vente. Le temps nous rendra justice. Voilà. Par contre, je vais revenir à ce que tu disais sur l'identité. C'est vrai que la sienne a été problématique, puisqu'il a tout quitté à l'âge de 17 ans. Il a quitté ses parents, qu'il n'a plus revus ensuite pendant des années. Il a quitté sa ville. Il est arrivé dans un pays dont il ne connaissait pas les nuances de la langue, même s'il parlait peut-être un peu italien, je ne sais plus. Mais il aimait déjà l'Italie au départ. Hein, et les deux frères se sont retrouvés dans des villes différentes d'Italie. Et ce qu'il a perçu je ne dis pas en l'abandonnant, mais effectivement donnant moins d'importance à sa langue maternelle pour en acquérir une autre, l'italien, qu'il a acquis petit à petit, a été à la fois un deuil, parce qu'il dit à certains moments que cette quantité de mots qu'il apprenait était en même temps quelquefois mensonger. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu, je dirais, l'obsession de la vérité. Une des obsessions de George de Pressburg a toujours été le refus du mensonge, le refus de la rhétorique, c'est-à-dire de ce langage mensonger qu'emploient aussi souvent, en particulier les hommes politiques. Et il y a la volonté toujours d'utiliser le langage le plus vrai possible. Mais en même temps, adopter une autre langue, c'était aussi se confronter aussi à cette sensation peut-être aussi de mentir. Et par ailleurs, il a eu aussi l'impression de devenir un autre, puisque changer de langue est une métamorphose radicale pour chacun d'entre nous. Adopter une langue qui n'est pas la nôtre n'est pas du tout évident. C'est aussi, un petit peu à la manière d'une chrysalide, devenir une autre personne. Et c'est un peu le sujet, c'est même plus qu'un peu le sujet de ce livre qui en réunit deux livres italiens, qui s'intitulait à l'origine Il sussurro della grande voce, le murmure de la grande voix, et la coscienza sensibile, que nous avons réunis en un seul sous le titre de La langue perdue, qu'il a approuvé, qui fait un peu penser à Gas Canetti, et comme il aimait beaucoup Canetti, il n'y a pas vu d'inconvénient, au contraire. Je vais lire un petit extrait de ce texte qui est vraiment sorti comme ça du contexte. Je ne sais pas si tu voudras le resituer, mais ce qui compte, je crois, c'est cette question de la langue qui est sans cesse là, et ce que tu viens de dire à peu près. Il essayait de ne donner aucune signification au son qu'il entendait. Le prénom de la doctoresse, par exemple, Giusa, qu'une infirmière lui avait appris, ressemblait, dans la langue d'Andreas, au mot écorché. Il voulait éviter ces obstacles à l'apprentissage, et pour cela, il évita même parfois de penser au son des mots, mais seulement aux lettres avec lesquelles il les écrivait. S'il avait toujours pu les entendre prononcés par la bouche de la jeune femme,
tout aurait été plus simple. Mais au fond de lui-même, dans sa conscience, une autre voix, semblable à la sienne, lui parlait et lui soufflait ces lancinants jeux de mots. L'obscurité qui vient de la lumière, pensa-t-il. L'obscurité est la parole dite, la lumière, la parole écrite. Quoi qu'il en soit, il décida d'écouter la voix de la doctoresse comme s'il s'agissait d'un son émis par un instrument de musique. Il aurait voulu rester indéfiniment dans ces limbes où il n'y avait ni mots, ni langue, ni faux semblants, mais seulement de l'émerveillement. Ça c'est très beau je trouve parce qu'il y a évidemment la question de ce que tu dis, cette langue qui peut être faite de faux semblants ou de mensonges, mais il y a aussi cet émerveillement poétique de la langue. Il s'intéressait à la musique, c'était un mélomane, il avait aussi cette question du son, de la langue, de la voix, de la poésie, et là je crois qu'on l'entend bien. Et du coup, tout ce qu'il y a dans ces romans où il est question de passage de langue, c'est évidemment, là aussi c'est ambigu, c'est un peu comme les jumeaux, c'est à la fois un bonheur et une sorte de symbiose totale avec ce qui est de l'ordre musical, et puis une bataille permanente avec ce qui est de l'ordre du sens. Et je pense qu'en tant que traductrice, ça te parle aussi. Oui, ça me parle beaucoup parce que il était traducteur aussi. Un jour, il me disait se non senti la voce, non devi tradurre. Si tu n'entends pas la voix, il ne faut pas traduire. On traduit avant tout une voix, effectivement. Et je crois que j'aurais peut-être du mal à vous résumer le premier livre de lui que j'ai traduit, Les Éléphants verts. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu envie de le traduire sans connaître cet auteur parce que sa voix me traversait, parce que sa voix m'a émue. Plus que l'histoire, je veux dire plus que l'histoire elle-même, non, parce que l'histoire est magnifique, mais c'est la voix qui est l'essentiel, effectivement. Et dans son tout dernier roman, qui est inédit en France, il y a une sorte de petit essai sur la voix qui, pour lui, se confond avec le style. Pour lui, la voix d'un écrivain, c'est la même chose que le style, c'est une fois la même chose. Il dit, par exemple, que quand il a écrit... Alors, le personnage qui parle, c'est Don Ponce Capodone, mais on sent que c'est aussi un peu Pressburger. Quand j'écrivais avec mon frère jumeau notre premier recueil de nouvelles, j'entendais sans erreur possible la voix d'un grand poète italien qui est Umberto Saba, qui guidait mon phrasé, le choix des mots, qui s'arrêtait chaque fois que je mettais sur le papier quelque chose de discordant, d'incompréhensible, ou d'inconvenant. Ce petit volume comporte 10 nouvelles. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 6 d'entre elles ont été écrites par mon frère, déjà malade, 6 par mois, dont 2 auxquelles je renonçais lorsque l'éditeur me demanda de limiter le nombre de textes. Mon frère, cher Ponce, n'avait jamais lu les récits d'Umberto Saba. Et en fait, sans les avoir jamais lus, il en a imité lui aussi la voix, le phrasé. Il dit, en écrivant, mon frère entendait-il lui aussi par hasard quelque chose de semblable à la voix d'un vieil homme plaintif, désespéré, seul et pourtant serein, de même que je l'entendais, moi. Voilà, je fais ce petit passage parce qu'il me semblait que c'était une thématique importante. Alors il y a plein de fils thématiques qu'on pourrait tirer encore, on va peut-être en évoquer quelques-uns, et puisqu'on parle de la question de la voix et que dans l'extrait que tu as lu, il y a cette symbiose pour lui entre la voix et le style, comment est-ce que tu pourrais, selon toi, définir, donner la manière stylistique, je dirais, ce qui fait vraiment chez Pressburger sa voix, son style? Qu'est-ce qui le distingue d'autres écrivains? Alors, je dirais l'absence de rhétorique, d'une part. Par ailleurs, chacun de ses livres a quand même une note musicale qui lui est propre. Il y a... alors, c'est vrai que les histoires du 8e district, L'Éléphant vert, on retrouve un petit peu les mêmes thématiques. La voix est semblable. Dans La loi des espaces blancs, c'est une voix plus pessimiste. C'est une voix plus dure, plus grave, plus sombre. Dans un recueil que nous n'avons pas publié et que j'aime beaucoup, qui s'intitule Den Tiespie, qui est un recueil dans lequel chaque nouvelle est consacrée à l'histoire d'une dent, de George de Pressburg, histoire de chacune de ces dents qui lie elle-même à une histoire d'amour et à un fait historique. Il y a un ton
qui se retrouve dans la couverture. Il avait demandé à Topor, qui était un ami, de faire. Roland Topor était un humoriste d'humour noir. Et c'est vrai que dans ces nouvelles, il y a une petite dose d'humour noir. Je dirais que ce qui caractérise pour moi Pressburger, c'est ce mélange entre une espèce de sérénité, de musicalité par moment, pas musicalité, de sérénité, de douceur, mais aussi d'étrangeté. Par quoi il se rapproche de Kafka? Parce que dans ces nouvelles, même s'il semble raconter des choses réalistes, elles ne sont jamais totalement réalistes. Il y a quelque chose qui tient de l'allégorie, comme dans les nouvelles de La Neige et la Faute, où se trouve une nouvelle que j'adore, qui est magnifique, qui s'appelle Les Deux Anges, dans lesquelles deux femmes, une femme âgée et une très jeune fille, incarnent les deux anges qui nous guident chacun dans la vie. L'ange qui nous précède et l'ange qui nous suit. Et donc à partir de l'histoire qui pourrait être vraie, on arrive à l'allégorie. Donc c'est cette espèce de fusion entre, je n'aime pas le mot réalité, parce que la littérature c'est jamais vraiment la réalité, mais entre quelque chose qui paraît très simple, et dans lequel il y a un léger sourire, et puis une part de pessimisme, un peu à la Kafka, avec de l'humour, alors Kafka avait aussi de l'humour, et cette tendance à l'allégorie qui rejoint une tendance à l'universalité qui pour moi le caractérise. Après, dans les deux livres qui sont sa réécriture de la Divine Comédie de Dante, c'est une voix différente. Et là, c'est pas une voix, c'est un chœur que l'on entend, parce qu'il nous fait entendre une multitude de personnages, une multitude de voix, et c'est une œuvre dans laquelle il fait entrer tout ce qu'il a accumulé dans sa vie, y compris justement les expériences radiophoniques. C'est aussi presque une œuvre expérimentale qui ne ressemble à pratiquement rien de ce que j'ai lu. Et là, c'est pas une voix, ce sont des voix qui se mêlent. Et on pourrait aussi dire ça un petit peu de l'horloge de Munich, dans laquelle il part en quête de ses racines, et à travers ces racines, il retrouve aussi bien des gens célèbres que des héros ordinaires. Et il nous restitue aussi, à travers ça, ce qu'est pour lui l'humanité et le rôle peut-être de l'écrivain, qui est de nous montrer, je crois, que tous nos destins sont liés, que personne n'est seul dans la vie, que nous faisons partie d'une grande histoire, et que ce qui l'intéressait, lui, Giorgio Pressburger, c'était de nous montrer que nous sommes tissés et que notre identité à nous aussi n'est pas unique, mais qu'elle est tissée de toutes ces histoires. Tu as dit beaucoup de choses là, et c'est passionnant hein, parce qu'il y a à la fois effectivement toutes ces formes qu'il a utilisées, ces romans, toutes les nouvelles, parce que là il passe vraiment. Grand auteur de nouvelles. Grand auteur de nouvelles. Ces livres qui ont une voix, d'autres qui sont complètement polyphoniques. Tu as tiré aussi la question des histoires et de la grande histoire. Même cet exemple de recueil de nouvelles avec chaque dent qui a une histoire, mais qui ramène en même temps à l'histoire presque de l'humanité, et en tout cas à une histoire contemporaine qui est finalement une sorte de concentré de ce qu'est l'histoire humaine. Ça c'est vraiment son œuvre. Dans l'horloge de Munich, là aussi, il y a des nouvelles où il est question de l'âme, d'ailleurs en particulier l'horloge de Munich, qui tire aussi des choses du côté du fantastique. Donc il y a vraiment beaucoup. C'est pas du fantastique. C'est pas du fantastique, mais. Je crois que c'est plutôt du domaine de la foi. Alors là, quand il parle de l'âme, oui, ça c'est clair. Donc tu as dit quelque part tout à l'heure pas de la métaphore, de l'allégorie. Il y a quelque chose un peu allégorique, effectivement, chez lui, dans ses récits. Alors, on a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais peut-être qu'on aille, en s'approchant de la fin de cette présentation, retrouver un petit peu ce qu'est sa place dans la littérature italienne, comment il a été perçu en Italie, en Europe, en France, quelle est sa postérité. Est-ce qu'aujourd'hui, lui s'est inspiré de quantité, tu l'as dit, hein, c'est un grand lecteur, il a beaucoup d'auteurs
l'ont inspiré, qu'il cite, qu'il admire. Mais est-ce que lui-même a eu des élèves? Tu as évoqué son aspect novateur pour la radio. Est-ce que pour la littérature, il y a des auteurs qui, peut-être pas encore aujourd'hui, mais que tu sens? Voilà, là, il y a la question du cinéma qu'on va aussi aborder. Voilà un petit peu toutes ces choses. On peut dire que du fait qu'il ait écrit de nombreux recueils de nouvelles, il s'inscrit dans une tradition très italienne, puisque plus encore qu'en France, même si on a un mot passant, l'Italie a d'immenses nouvellistes, et qu'il admirait beaucoup Pirandello, entre autres. Et c'est vrai que dans ces nouvelles, il y a quelquefois, un peu comme chez Pirandello, le sens du paradoxe. Il faut que vous les lisiez, je ne peux pas vous les raconter, mais même dans les Deux Anges, il y a quelque chose de très paradoxal entre la dame âgée qui finalement tombe amoureuse d'un jeune homme et l'adolescente qui s'avère une adolescente non pas innocente mais perverse. Et il y a souvent des renversements. Ça, c'est l'art de la nouvelle aussi. Et il possédait très bien cet art de la nouvelle qui consiste à dire beaucoup en quelques pages, à démarrer d'une manière particulière et à clôturer aussi la nouvelle d'une manière travaillée. C'est un art qui est beaucoup moins, ou qui est plus exigeant que celui du roman, puisqu'on est limité, alors que dans le roman, on a tout l'espace qu'on veut et on peut s'offrir toutes les digressions que l'on veut. Donc là, il s'inscrit effectivement dans une tradition très italienne. Il s'inscrit aussi dans une tradition poétique italienne. Par les poètes qu'il admirait, j'ai parlé en particulier d'Umberto Saba, dont il admirait la sobriété, la simplicité et la voix. Après, je crois qu'il est aussi très mittel-européen, et que parmi les auteurs qu'il admirait, il y a Kafka. J'oublie, il faut que je parle aussi de Primo Levi, parce que c'était vraiment une de ses idoles. Et qu'il aimait justement dans Primo Levi, je veux dire, cette simplicité aussi, puisque si vous avez lu, si c'est un homme, si vous avez lu les nouvelles de Primo Levi, vous avez vu aussi qu'il n'y a jamais rien de grandiloquent chez lui, et que la souffrance est évoquée avec des termes forts et avec surtout un sens aigu de l'authenticité sans jamais rien rajouter. Et c'est vrai que pour lui, c'était quelqu'un qui portait vraiment au nu. Tu me disais, s'il a influencé d'autres auteurs, j'imagine d'abord qu'il a formé beaucoup d'élèves, puisqu'il a beaucoup enseigné. Il a enseigné le théâtre, je crois qu'il a été un maître, et que beaucoup de gens le considéraient comme un maître. Et que je voyais beaucoup de... Il a donné des cours aussi de théâtre pendant tout le temps où il était directeur de l'Institut culturel de Budapest, et ses leçons de théâtre ont été éditées là-bas, je les ai lues en italien, et on sent à quel point il aime l'échange avec les jeunes, et à quel point il aime transmettre. Et je pense qu'il a beaucoup transmis à tous ceux qu'il rencontrait et qui l'entouraient. Parce que je connais des gens que nous avons rencontrés à Sète, qui n'ont bavardé qu'une demi-heure avec lui, et qui m'ont dit, au bout d'une demi-heure, mais ce monsieur, il est vraiment formidable. Parce qu'ils étaient frappés par sa profondeur et sa gentillesse. C'était le cas d'Hubert Missel aussi. La première fois que nous l'avons invité, Hubert Missel ne le connaissait pas, il est venu à la fin me dire « Ah, dis donc, c'est quelqu'un ce monsieur ». Et effectivement, sans la moindre arrogance, sans le fait d'être un soi-même que l'on rencontre quelquefois quand même à différents degrés chez certains écrivains. Oui. On peut parler de Claudio Magris, de Claudio Magris aussi, puisqu'on parlait de Trieste. Bien sûr, qui était aussi presque, c'est le frère, c'est le cousin de la femme de George de Pressburg, et ils avaient des liens extrêmement étroits. Entre autres, c'est George de Pressburg qui avait monté une grande exposition intitulée Danube, qu'il a montée, je crois, à Madrid aussi, et qui n'était pas transportable. Elle était tellement riche, tellement pleine d'idées géniales, que c'était une exposition qui était quasiment unique. Donc ça va pas mal. Là, comment je sais pas que non. Si, la Trieste di Magris. Et donc, ça s'appelait, ça s'appelait pas Danube, ça s'appelait Danube. Je dis une bêtise. La Trieste di Magris, c'était l'exposition sur Trieste, voilà, avec l'évocation de la musique, la littérature, l'architecture.
la ville. Una stanza e lo ricordava la Bora, il vento che c'è a Trieste, no? Quindi con tutte delle cose Voilà, particolari. dans une pièce, il rappelait voilà, ce qui est caractéristique de la Trieste, la Bora, ce vent terrible, et il l'avait même recréé Sì, dans una cette di queste pièce. stanze della mostra, no? Voilà. Aveva sempre queste idee un po'. Voilà, il avait plein d'idées très particulières et très originales. Marguerite, je te propose qu'on lise notre petit texte qu'on a préparé. Et puis après, on passera peut-être la parole pour la présentation du film. Et tu voulais encore lire un texte à la fin? C'était après, juste avant la projection du film, et on peut le lire maintenant. Non, parce qu'après il va enchaîner sur le film, c'est peut-être qu'après il continue directement, non? Vas-y, vas-y. Voilà. En fait, c'est un petit passage qui est dans son tout dernier roman. Et c'est un très beau message aussi sur l'amour de la lecture. Dans son unique roman intitulé Autodafé, Elias Canetti, bulgare dont la langue maternelle était l'allemand, se met totalement en retrait. Dans ce roman, il n'existe pas de ligne de narration, il n'y a que des sauts et des glissements de l'écrivain, d'un cerveau à l'autre de ses personnages, pour en décrire les obsessions, les divagations farfelues, les terribles entêtements, l'ingénuité maniaque et sans remède. Ici, l'auteur accomplit ce que le lecteur fait habituellement. Il écoute, ou fait mine d'écouter, mais il écoute réellement, à l'intérieur et à l'extérieur de lui, des voix. Un peu comme chez celui qui voudrait écrire un roman sur vous, mon cher Poncino, vous qui êtes composé de matériaux issus de pays et d'âmes différentes. L'art de la lecture, l'art de la captation de la voix d'un autre, est naturellement un acte créateur, au même titre que celui de l'auteur. Lui aussi a dans la voix un élément porteur indispensable. Il n'est auteur qui n'ait d'abord été lecteur, et qui n'ait écouté le cœur immense des ancêtres. Comme le dit Ungaretti lui-même dans une lettre de 1917, « J'écrirai sur mes ancêtres. » Des biographies lyriques de Villon, Keats, Leopardi, Mallarmé, Maurice de Guérin, Papini, Benvenuto Cellini, Dostoïevski, Maria Lunardini, ma mère. Lecteur. Cette activité aussi représente un cœur immense, d'êtres qui répètent à leur façon, à l'intérieur d'eux-mêmes, la voix des autres, c'est-à-dire des écrivains, hommes ou femmes. Un ensemble de voix qui volent de conscience en conscience, de pensée en pensée. Un cœur, non à bouche fermée, comme celui fameux de Madame Butterfly, de Puccini, mais plus silencieux, muet, et qui pourtant, depuis des siècles, enveloppe la terre, la recouvre. Je pense que c'est justement dans cet espace que nous nous exerçons à vivre ensemble, avec tous ceux qui habitent notre planète, animaux, plantes, tempêtes, grandes marées, et les êtres humains, vivants et morts. La lecture ne signifie pas seulement savoir lire des livres, c'est-à-dire communiquer à travers des siècles et des distances immenses, à travers des langues et des symboles divers. Elle signifie aussi savoir écouter la voix inaudible de la vie dans l'univers. Merci. Ça, on pourra le lire, c'est en cours de publication. C'est le. Tu espères. Bon. Maro, un petit mot sur le film, et puis Marguerite, tu interprètes les propos qu'il va traduire. Sì, chiedo un po' d'aiuto per farmi capire. Innanzitutto sono molto felice di essere qui con voi questa sera. Ringrazio per questo l'istituto, il direttore e tutti gli organizzatori di questa bella serata, questo omaggio dedicato a Giorgio. Donc d'abord, je vous remercie tous, le directeur et vous tous d'être là pour cette belle soirée et cet hommage à Giorgio. E di avere la possibilità di conoscere e di vivere un po' questa città di cui ho sentito parlare spesso, Pressburgo, Giorgio, e che aveva una particolare comunque considerazione per la Francia, appunto, dopo aver lavorato anche tanti anni alla radio. Et donc je suis très content de connaître aussi cette ville, pour laquelle Giorgio aussi avait beaucoup de considération, de même qu'il en avait pour la France, après avoir travaillé pendant de longues années à la radio aussi.
pour la radio. Questo che vedremo questa sera è un film molto particolare che abbiamo presentato al Festival di Venezia. Donc c'est un film très particulier qui a été présenté à la mostra, Sì. au Festival de Venise. Non è facile da seguire per diversi motivi. Innanzitutto non è un film con una facile catalogazione. Donc ce n'est pas un film si facile que ça, et ce n'est pas un film facile à étiqueter, à cataloguer. È stato definito come un documentario, ma in realtà è una cosa diversa. On l'a appelé documentaire, mais en fait c'est quelque chose d'autre. È stato pensato da noi come un qualcosa che non deve compiacere il pubblico, ma deve farlo pensare, ragionare, no? Quindi un po' andare controcorrente rispetto a quello che si fa col cinema. Alors en fait, il n'est pas fait pour complaire au public, il est fait au contraire pour le faire réfléchir. Et ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on propose en général au grand public. Poi va a toccare degli argomenti che riguardano un po' tutti noi, ma che diciamo bisogna un po' seguire con attenzione, quindi non è... Il traite des sujets qui nous concernent tous, mais qu'il faut suivre avec attention. Il film è nato da un romanzo di Giorgio sulla fede, il titolo. Alors, il est né... Anche questo è difficile. Sì. En fait, il est né d'un livre de Giorgio, alors que tu définis comme un roman, que moi j'avais défini comme un essai parce que j'ai lu, et qui est intitulé Sur la foi. E nel film lui è il protagonista e anche la voce narrante. Donc dans ce film, il est à la fois personnage principal et voix, voce narrante, c'est le narrateur. Quindi mi rendo conto solo adesso del lavoro, dell'importanza del lavoro che abbiamo fatto insieme, nel senso anche che do la possibilità a chi non ha mai potuto conoscere Giorgio di avvicinarsi un po' alla sua figura, direttamente con le sue parole, con la sua voce. Du travail alors que cela représente, surtout pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer Giorgio et de l'entendre, parce que vous l'entendrez ainsi donc directement. E chi ha avuto la fortuna insomma di conoscerlo, di incontrarlo per la durata del film ancora una volta e sentire la voce particolare insomma. Et pour ceux qui l'ont connu, c'est un bonheur de réentendre cette voix si particulière et de voir ce film. Questo film tra l'altro fa parte di una trilogia. Alors, ce film fait partie d'une trilogie. Farà in realtà perché, sì, perché segue un film, L'orologio di Monaco, tratto appunto dal raccolto di racconti che... Alors, il vient après un film intitulé L'horloge de Munich, tiré de ce recueil de nouvelles que nous avons évoqué tout à l'heure. E verrà seguito da La legge degli spazi bianchi, che purtroppo dovrò terminare da solo. Et donc il sera suivi par La loi des espaces blancs, autre recueil que malheureusement il devra terminer tout seul. E che farà parte ora un po' diciamo valorizzato dall'Istituto Luce Cinecittà. Et qui a été valorisé donc par l'Istituto Luce a Cinecittà a Rome. Distribuendolo con un cofanetto speciale, con questi 3 film dedicati a Giorgio. Ah, voilà, les 3 films seront distribués dans un petit coffret spécial dédié a Giorgio Prosburger. So che il libro L'orologio di Monaco adesso è uscito con il DVD allegato. En Italie d'ailleurs, L'horloge de Munich est sorti avec le film de Mauro. Sì. Non vorrei parlare troppo del film, anche perché nel film si parla molto, cioè, è veramente, piuttosto magari se ci sono delle domande poi... Voilà, après le film peut-être, si vous avez des questions à poser, de même que si vous en avez sur ce que nous avons dit, nous serons très contents d'y répondre. Voilà. On va parler, on va préciser d'autres choses après le film. Sì, ci saranno. La maman avait caché les 2 jumeaux dans une réserve de charbon. Ça a été effectivement une période terriblement difficile pour eux, je sais. Et puis une partie de la famille, je vous l'ai dit, a été déportée et a été exterminée. Et puis, vous parlez aussi de la révolte de 1956. C'est justement pour sauver ces 2 garçons que les parents ont accepté de les laisser partir pour l'Italie. Ils ont d'ailleurs
vécu une véritable odyssée parce qu'ils ont été pris par des passeurs, ils se sont perdus dans la forêt. Ils ont vécu, en fait, disait à un certain moment George Pressburg, ce que vivent aujourd'hui certains de ceux qui fuient les pays d'Afrique. Il a connu des moments, effectivement, ils ont connu des moments de très grande peur avant d'arriver en Italie. Bon, ils se sont retrouvés après, ils ont été séparés d'ailleurs en Italie, les deux frères, et ils se sont retrouvés dans des lieux différents. Voilà. Si vous voulez connaître en même temps toute cette histoire, il la raconte dans La Langue perdue. Mais vous parlez surtout de 56, c'est bien ça? Non, je parlais même de la période antérieure. Parce que oui, c'est pour ça que je vous ai répondu pour ceux que je savais effectivement. D'accord, oui. Merci. Il y a eu effectivement, ce qui a été terrible aussi, c'est que après la guerre, le père a été soupçonné de faire des profits, il a été traité de petit bourgeois, ils ont dû se battre aussi contre les communistes, qui les soupçonnaient d'avoir... voilà, d'être devenus des bourgeois, alors que c'était une famille de la toute petite bourgeoisie. Ils vivaient aussi du commerce des oies. Et George était très fier, justement. Il disait, moi, un petit juif du 8e district, je suis devenu un grand écrivain. Je me rappelle de sa joie le jour où il a reçu un chèque important pour un de ses livres. Il sautait littéralement au plafond parce que c'était une belle revanche pour lui. Et en même temps, il n'a jamais oublié effectivement ce moment et ses origines qu'il raconte dans plusieurs de ses livres. No, chiedeva come hanno potuto salvarsi da quello che è successo durante la guerra e poi dopo diceva che la mamma aveva nascosto e che la mère restait déprimée aussi, je crois, quand il parla della depressione della madre che è anche legata a tutte queste sofferenze. Sì, diciamo che ho letto su un aneddoto particolare anche per quanto riguarda insomma che ha vissuto a Budapest durante l'invasione tedesca, insomma, che lui fa parte di uno dei bambini, comunque delle persone salvate da Giorgio Perlasca. Questo è interessante come fatto storico anche. Alors effectivement, il a été l'un de ces enfants de Budapest qui ont été sauvés par Giorgio Perlasca. Quindi è stato nascosto, insomma, poi salvato, fa parte di... prima in una sinagoga proprio. Voilà. Il avait caché, ce père-là avait caché plusieurs enfants dans une synagogue. Et era un italiano. Sì, era un italiano. Che era Budapest. Che era Budapest, comunque era un fascista. E che était pourtant un fasciste. Però non ovviamente ha capito cosa stava succedendo. Mais qui a compris ce qui est en train de passer à Budapest et qui a salvato. Et qui a sauvé beaucoup d'enfants aussi, personnes. Et qui est devenu un juste d'ailleurs, qu'on a Il en parle d'ailleurs dans la trilogie. Mais la trilogie, elle parle de la scrittura dantesca. Je voulais simplement ajouter que Pierre Lasca, quand il est revenu, il était là-bas, il était en Hongrie pour des affaires et il s'est fait passer, après comme il avait travaillé en Espagne, comme le représentant du consulat d'Espagne. Il s'est battu contre tout ça, il a sauvé ses enfants envers et contre tous, et quand il est rentré chez lui, il n'a rien dit à personne. Et c'est quand il était beaucoup plus âgé que des femmes hongroises, des hommes, 2 filles, qu'il avait sauvées petit, qui l'ont recherché, et c'est à ce moment-là qu'il a fait partie des justes, et que sa famille a appris. Personne ne savait, il n'avait absolument rien dit. C'est assez récent, hein, Pierre Lasca. Donc on ne savait pas, et il a sauvé énormément d'enfants, hein, comme ça. À l'Institut, de toute façon, à l'Institut, on a reçu son fils. Il y a eu d'ailleurs un documentaire après quand toute cette affaire a été révélée, dévoilée. Il y a eu un documentaire de la RAI. Et puis à l'Institut, son fils est venu. C'était d'ailleurs très impressionnant. In Italia sono ancora adesso. In Italia sono ancora iniziative su Perlasca, portate avanti anche dal figlio. Le fils de Perlasca continue. Oui, il est venu ici. Voilà. Il est venu ici. E questo non lo sapevo.